Chers téléspectateurs de BSC Télévision, bienvenue à cette émission Un monde, une femme. Un monde, une femme qui est une émission qui consiste au partage des expériences des différentes femmes avec différentes couches sociales en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous plusieurs femmes. Question de partager leurs expériences. Sur ce plateau, nous avons déjà Marie-Laure Yaron, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Stella, merci pour l'invitation. Alors je suis très heureuse de vous recevoir. Je vous laisse vous présenter parce que moi je connais Marie-Laure comme étant manager du Feu Papa Wemba, un grand artiste congolais. Le Feu Papa Wemba a disparu malheureusement. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier, être manager? En fait pour moi c'était un hasard dans le sens où à la base je suis de formation marketing et communication. Et donc c'était mon travail, je travaillais en privé dans une grande imprimerie et je m'occupais du commercial et j'ai rencontré premièrement Reddy Amissi qui était devenu un grand ami que j'ai commencé à aider par rapport à son album comme ça, hein, sans en avoir fait un métier. Ensemble, oui, c'est-à-dire qu'ils étaient encore en France. Oui. Et lui, il est venu en vacances parce que Papa Wemba leur permettait de faire des albums en dehors de groupe, des albums solo. Et donc, il avait fait son album Prudence, il est venu ici. Il était très ami à ma meilleure amie. Et donc, elle me l'a présenté, puis je lui ai donné certaines suggestions. C'est Gabriel Chabani qui le produisait. Et moi, je suis venue en appui parce que je connaissais certains sponsors, parce que j'étais dans une imprimerie, parce que j'étais dans la communication. Et donc, je l'ai aidé à communiquer sur ce truc, à ramener des spectateurs, d'une bande d'amis et tout ça, et aussi à ramener des sponsors. Et puis, c'est resté... je lui ai conseillé d'avoir un groupe d'accompagnement ici, de revenir souvent. Et donc, c'est parti comme ça. Et c'est lui qui m'a amené la première fois chez Papa Wemba, qui était venu aussi en vacances. Et bon, ça s'était pas vraiment bien passé. C'était bon, bof, quoi. Je lui ai même dit, oh, mais ton patron, là, il se la joue star, quoi. Parce qu'on l'a salué, il était un peu, ouais, bonjour. Et puis, il se la joue star, moi, je n'aime pas ça. Voilà. Et donc, c'est venu tout à fait par hasard, mais je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Oui. Bon, moi, je suis chrétienne, je vais parler du Seigneur. Il vous met toujours, quand il vous a donné un don, un talent, il vous met toujours en situation d'exploiter ce talent pour votre bien et aussi pour le bien des autres qui sont à côté de vous. Donc c'est parti comme ça. Oui. Et Papa m'a fait appel à moi quand il a fait Fulangenge. On a collaboré sur des choses. Et puis je suis devenue officiellement son manager en 2002, Ok. après Bercy. Mais j'étais dans le staff, hein, comme directrice de production et aussi marketing et communication avec le sponsoring en avant. Voilà, Ça, c'est une grande histoire. Alors, ça fait combien d'années que vous avez exercé ce métier de manager? Ben, quand je compte avec Reddy, ça va faire 93 jusqu'à aujourd'hui, ça fait tout de même bientôt 30 ans. Ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Ça, on ne voit pas venir, hein, ça coule Oui. comme ça. Et Alors, puis, c'est une grande expérience. Alors, quels Oui. sont les atouts? Marie-Laure, aujourd'hui manager d'une grande star Wemba, c'était pas petit, hein. C'était pas Bon. petit. Quels sont les atouts pour être un bon manager? Déjà, je vais dire que le manager ne doit pas être star. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des managers stars. Hein. Ah non. Ouais. Les atouts, c'est d'avoir un bon réseau Ok. en termes de sponsoring, en termes de communication, en termes de... Le réseau t'aide à avoir des marchés. Parce que le manager, il est là il est mandaté pour construire la carrière de son artiste. Construire en termes d'image, construire en termes de notoriété, construire en termes d'avancée, de spectacle. Plus ton artiste participe à des spectacles, plus c'est avantageux pour toi. Mais pour le faire, il faut être dans un réseau. Pour être dans un réseau, il faut être ouvert d'esprit.
Il faut être quelqu'un qui va vers les gens, qui collabore très bien avec les gens. Oui. Et c'est-à-dire que c'est ça. Le réseau ne vient pas tout de suite. Moi, je n'avais pas le réseau aussi. Enfin, je veux dire, j'avais le réseau parce que j'étais commerciale, donc j'étais une vendeuse pour mon entreprise qui était une imprimerie. Et donc, je travaillais avec les grandes sociétés ici. Donc, j'avais des entrées. C'est ça le réseau. Et puis après, je l'ai développé avec comme atout, tu es manager d'une grande star comme Reddy, Papa Wemba, eh bien, ils sont aimés et les gens viennent, ils acceptent de te recevoir. Donc moi, je vais vers les gens et puis il faut avoir de l'audace aussi. Exactement, il faut avoir de l'audace. Oui. C'est-à-dire que moi, j'écris à telle entreprise et puis je viens, je dis moi, mon artiste il coûte autant, voilà, je le vends. Comme vous vendez des espaces télé, exactement. Comme on vend des biscuits, des bonbons, de l'eau, c'est ça. Ça va faire la promotion. En fait. Voilà, les atouts, c'est ça, c'est savoir parler. Oh la tchatch, convaincre. Oui. Alors Papa Wemba, dès son vivant, une grande star, comme on dit toujours que l'artiste ne meurt pas. Ça a été facile de le manager, Papa Wemba. Ou bien si je peux, argumenter un peu ma question, où s'arrêter, voilà, je dirais ça, où s'arrêter ton rôle de manager? Quand il s'agit des questions privées, ça s'arrête, mais on a l'obligation aussi de conseiller par rapport à l'image. Mais est-ce que c'était facile? Wemba a été facile à manager? Oui, c'était facile parce que c'était un papa. Ok. Parce que il écoutait quand tu lui dis ça, tu fais pas parce que tu es papa. Là-bas, tu vas pas chanter si moi je t'ai pas donné la permission. Parce que pour que je te donne la permission, il faut que j'ai un contrat déjà avec la personne, ou la société, ou l'organisateur de spectacle, tout ça et compagnie. Donc, il suit ce que tu lui dis. Ce qui n'est pas facile avec beaucoup de nos artistes ici. Oui. Vous voyez, il écoute. Il avait ce sens-là d'écoute, oui, bien que star. Beaucoup écoute, humilité, ça tout le monde le sait. Okay. Humilité, et puis il sait que les personnes qui vont le contacter, il répond toujours au téléphone lui-même. On va le contacter pour dire va jouer machin, mais il va dire ok, il faut aller voir mon manager. Ou bien il t'appelle pour dire Marie-Laure, attends, il y a des gens là qui sont là pour tel truc. Voilà, est-ce que tu peux venir? Si tu n'as pas le temps, voilà, prenez le numéro de mon manager, allez le voir, l'avoir et tout. Ou soit il arrivait des moments où on va dans des entreprises parce qu'il doit jouer, et puis on lui dit voilà, moi je lui dis, le cachet c'est ça, on ne sort pas de là. Et puis ils vont aller parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui n'était pas sur l'argent, c'est quelqu'un qui avait tellement bon cœur, il peut dire, allez, donnez ce que vous voulez. Il me l'a fait au début, la première fois, et puis quand on est sorti de là, je lui dis, toi tu fais ton rôle, toi tu chantes, tu chantes, quand on te demande, il faut dire que tu chantes. Ça c'est moi, c'est mon job. Tu ne rentres pas dans mes plates-bandes. Ça doit être très clair. Chacun garde sa bande. Et puis, voilà. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et respecté, hein. Du coup, les gens se posaient des questions. Allez, une femme qui lui dit, tu fais pas, et puis elle ne fait pas. Il y a eu beaucoup de spéculations, mais ce que les gens ne savaient pas... C'est la grande question que je me pose aujourd'hui, Marie-Laure, tout en étant femme. Oui, Madio, qu'on se le dise, c'était une grande star. Il était à Kinshasa, Lubumbashi, en Colombie, partout en Europe. Comment vous avez su concilier votre vie de femme au foyer et ce rôle de manager? Il faut faire la part des choses. Il faut vraiment... et papa m'a aussi été comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il a des amis qui sont un peu voyous, olé. Oui. Et puis il a des amis intello, comme nous. Et puis chez lui, c'est chez lui. Donc moi, mon petit chez moi... Avec mon mari, mes enfants, c'est moi. Les artistes ne viennent pas là. Bon, papa même, c'était devenu différent parce que quand on s'est connus, c'est sa femme qui avait insisté aussi pour que je sois son manager. Ah, ça n'a pas crié de... Non, au contraire, elle a dit... Papa, il faut ready. Et pour vous dire, c'était devenu... mes parents, ma maman, mon papa, ma grande sœur, mon grand frère, parce que les grands spectacles, quand on partait en Europe ou ailleurs, moi j'habitais chez papa.
Et c'est mamie. C'est vraiment une famille. C'est mamie, une Amazon qui... voilà. Quand j'ai connu papa, j'étais divorcée. Quand je me suis mariée, la dot, c'était le jour de son anniversaire. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a fait repousser son concert avec un sponsor pour être à mon mariage. Il a fait venir mamie qui était là dans l'organisation. Il a joué toute la nuit jusqu'au matin chez mes parents, ma campagne. Et ça, je n'oublie pas. Ça, c'est un des souvenirs. C'est mon papa, quoi. Donc, du coup, ça, c'était ça. Mais on savait faire la part des choses. Et moi, je sais que Marie, elle est chrétienne, on va aller dans une tournée, parce que j'étais son manager Afrique après, à partir de 2004, comme ça. On va revenir de Nairobi, souvent on venait le matin, et c'est que Marie n'aime pas rater la messe, va me déposer à l'entrée de l'église, et puis je fais ma messe. Et donc c'est des choses, en fait c'est le respect mutuel qui est très très important dans ce genre de relation. Mais pour qu'on te respecte en tant que femme, tu dois toi-même mettre les bases. Okay. Parce que moi, en dehors de quand je vais chez papa, je dis voilà, je l'appelle, tu es là, j'ai un document à te faire signer, je signe, je m'en vais. S'il est avec des gens, je m'en vais. Il ne va pas venir, oui. C'est la façon dont tu te comportes qui fait qu'on te respecte. Et moi, en raison de plus, c'était pas mon milieu à la base, c'était un milieu, les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est les gens, pour beaucoup de gens à l'époque, dans les années 80, c'était encore un monde de voyous. Oui. Et moi, j'étais la première femme manager d'artistes. Et productrice d'événements aussi, parce que je produisais les événements de papa également. Ah, vous faisiez beaucoup de choses. C'est pourquoi on dit un monde d'une femme, le titre même de cette émission. C'était lié. Marie-Laure, vous êtes femme. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Manager Papa Wemba, ce n'est pas une mince affaire. Vous avez contracté des entreprises, des personnalités. Avez-vous connu des difficultés personnelles tout en étant femme, par exemple? Évidemment, parce que, bon, moi déjà, j'étais quelqu'un un peu, c'est-à-dire dur dans mes valeurs, dans le respect de mes valeurs, des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Et donc, pour moi, je viens, c'est pour le boulot, on se respecte, mais à un moment, tu rencontres des choses comme par exemple le monde de papa, son monde originel, Matongé et tout ça, tu as des gens très bien, mais tu as aussi des gens qui n'ont aucun respect pour la femme. Les gens qui disent, ah, cette fille-là, elle fait quoi là? Nous, quand on a commencé avec lui, elle était où? Donc, mais c'est lui qui me valorise, et moi-même aussi. Parce que quand moi je viens, je dis bonjour, on est poli, mais moi je fais mon boulot, et c'est le boulot aussi qui te valorise. Parce que je pense que si je suis arrivée à devenir son manager Afrique, c'est parce que aussi je faisais bien mon boulot, et ça s'arrêtait là. Mais les hommes, toujours, ils se disent, une femme, elle va faire ça. La discrimination totale et tout. Discrimination, beaucoup de discrimination, mais l'avantage que j'avais également, c'était que Papa Wemba, en Europe, il avait mon local international, et c'était une femme qui était son manager, Junko, une japonaise. On dirait que Papa Wemba avait toujours besoin pour des femmes. Non, il disait voulait se faire manager que par des femmes. Non, il disait que, avant moi, il y avait un homme, il y avait Georges Galoula que je salue, qui était très beau manager, mais c'était pas que il était mauvais, mais c'est parce qu'il a eu beaucoup d'autres occupations qui ne lui donnaient pas l'opportunité de travailler comme il faut. Oui. Et moi, c'est vrai que je travaillais, mais j'avais plus de temps, plus d'opportunités pour... Mais en fait, il disait les femmes sont très, très, très ordonnées. Il avait beaucoup, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour les femmes. Beaucoup, à commencer par sa mère, sa femme, ses enfants et les collaboratrices féminines, principalement moi, même Junko, c'est-à-dire qu'il te dit, une femme, elle va faire les choses de manière ordonnée par rapport à nous les hommes. Elle va vraiment se battre pour que c'est de la même manière qu'elle se bat pour son travail, c'est la même manière qu'elle se bat pour ses enfants. Pour que ses enfants étudient. Nous les hommes, on sort, on va ramener l'argent, mais c'est la femme qui tient le foyer. C'est la femme qui peut bien tenir l'entreprise. Et ça, c'était lui. Alors Marie-Laure, une fois, si j'ai une bonne mémoire,
vous nous avez accueillis chez vous à Abidjan. Je dirais même que c'est votre deuxième pays, ou bien comment, à Abidjan, votre ville. Oui. La disparition de Papa Wemba, fait parler. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Bon, je m'étais préparée parce que c'est quelque chose Oui. qui jusque-là n'est pas très facile pour moi. Bon, voilà, on va y aller. C'était évidemment un choc, mais c'était d'autant plus difficile que je devais jouer mon rôle habituel. Exactement. C'est-à-dire que gérer les choses, parce que mamie était comme nous abattue, comme nous on ne comprenait pas, on n'était pas préparé à ça. Et moi, heureusement, je dis, je suis toujours en vie, gloire à Dieu, parce que je n'étais pas sur place à la dernière minute. On a décidé que je reste. Et vous étiez sur Abidjan? Non. Non. Heureusement, à la dernière minute, à quelques jours, on a décidé que je reste. Parce qu'on préparait un grand spectacle et il avait confiance en moi dans ça. Donc il est parti avec Cornélie Malungui, qui est le manager Europe, et qui s'occupait de tout ce qui était production discographique. C'est vraiment, on s'appelle associé, c'est vraiment la paire. On s'est connus par papa, ça fait plus de 20 ans. Et donc, il est parti avec Cornélie, mais vraiment, ça m'a sauvé la vie parce que je ne sais pas ce que ça aurait fait si j'avais été là. Et donc, la première personne à qui on a annoncé, c'était moi. Je devais annoncer à mamie, mais je suis passée par Yajossar, par l'église. Bon, bref, j'aime pas trop parler de ça, mais j'ai dû gérer en même temps le deuil ici, organiser. Vous étiez au four au moulin? Oui, ça m'a permis de. Mais tu pleures, mais tu es obligé de faire parce que il comptait sur moi sur ce genre de choses. C'est moi qui gérais toujours ce genre de choses, d'organisation de tout. Voilà, il faut les chaises, il faut ceci, il faut enlever ces trophées qui étaient à la maison comme ça, les garder, s'occuper de mamie, des enfants, des billets, les machins, repartir sur Abidjan le lendemain matin. Avec la famille, et puis aller à la morgue, s'occuper des vêtements qu'il devait porter, du cercueil. Parce que les vêtements, il y en avait, hein, qu'on se les dise. Hein. Oui, mais c'est ça justement qui était le plus difficile pour moi. Comment ça? Vous devez gérer tout ça? Parce que, arrivé à Abidjan, Cornélie qui avait vécu ça, il était complètement, il m'a dit, je ne pourrais rien faire. Heureusement qu'il y avait d'autres amis de papa, Jules Massoua, Amadou Diaby, et plein d'autres, donc Fénélon, et puis l'accompagnement était là avec les autorités, avec Assalfo et tous les autres pour que nous puissions vraiment lui donner des obsèques dignes de ce nom. Et donc il fallait choisir les vêtements, donc on était mis à contribution pour ça, et ça c'est le jour où j'ai craqué à Abidjan parce que je me suis dit, un sapeur comme lui, je vais choisir, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas possible. Et les choix? Bon, finalement, je me suis relevée et puis on a été voir Saint-Moïse, qui était un des couturiers qu'il aimait beaucoup. Ils avaient les mesures et il a fait les vêtements. Chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est une histoire triste. Marie-Laure, à chaque fois qu'on se rencontre, vous n'aimez pas souvent parler de ça. Si j'ai une bonne mémoire, et une fois chez vous, parce que je rappelle que vous aviez un restaurant à Abidjan, c'était vraiment très émouvant. Voilà. Quels sont ces bons souvenirs de Papa Wemba aujourd'hui? Il y en a tellement beaucoup. Oui. Désolée, ça va aller. Bon. Ok, on comprend. Il y a des émotions. Wemba, c'était pas seulement un artiste pour vous, mais un père aussi. L'artiste meurt, mais les œuvres restent. Alors, aujourd'hui, vous êtes femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune fille-là, à cette femme-là, qui veut à tout prix emboîter les pas? J'encourage beaucoup. La preuve, j'avais été contactée par le Centre Wallonie-Bruxelles et l'Institut Goethe avec la structure Musique in Africa, un peu avant le décès de papa, pour animer une formation de manager d'artistes. Je leur ai posé la question, pourquoi moi? Ils m'ont dit qu'ils avaient fait un appel à candidature et que 60% des personnes m'avait pris comme modèle. Je dis, ah bon? Mais moi, je suis plutôt quelqu'un de discret parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un manager ne doit pas se mettre en avant. C'est l'artiste que tu mets en avant. Mais moi, papa, à un certain moment, il voulait absolument me mettre en avant parce qu'il disait, il était content de mon travail et ça, c'est quelque chose que j'appréciais. Du coup, j'ai fait cette formation. Malheureusement, c'est tombé. Les dates, c'était après l'enterrement de papa. J'ai fait vraiment un gros effort
pour le faire. C'était difficile pour moi, mais je l'ai fait. Et donc, il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui. Je fréquente beaucoup Céline Diakessé. Il y a, comment il s'appelle, Céline qui est manager d'une artiste qui s'appelle Linda Lissel. Oui. Il y a Diba, il y a des jeunes femmes qui continuent, qui ont été formées. Et nous, moi je parle d'une formation, j'en ai pas reçu, mais une formation pratique. Parce que les formations théoriques, il y en a. Hein, il y en a. Oui. D'ailleurs, la partie théorique était animée par Luc Maïtoukou, qui vit au Sénégal, qui est un opérateur culturel très très connu. Mais moi, je pense qu'il faut être curieuse, il faut aller vers des gens comme nous, parce que personnellement, je suis très ouvert d'esprit. Je trouve que c'est un devoir d'encourager les jeunes femmes, de les pousser à ne pas avoir de limites sur le travail, limite genre, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas que se dise ça, une femme ne peut pas faire. Oui, ça c'est réservé pour les Le monde des artistes, voilà, je suis une femme, je ne peux pas. Non. La preuve, je l'ai fait. Oui, et vous avez réussi. Oui. Marie-Laure, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. J'ai senti en vous la tristesse sur la question de Papa Wemba. Aujourd'hui, comme je l'ai dit toujours, que l'artiste peut mourir, mais les œuvres ne meurent pas. Alors, nous sommes très, très ravis de vous recevoir sur ces plateaux, à Monde et la fin, à toutes les personnes qui vous ont suivi et qui vont continuer à vous suivre. Moi, je dirais à la jeune fille, c'est toi qui fais ta force. Si tu es croyante, oui, on croit en Dieu, très bien, mais c'est toi qui fais ta force. Si tu crois en toi, tu vas y arriver. Si tu crois que Dieu t'a donné du talent pour certaines choses, tu vas y arriver. Et il faut y arriver. L'autonomisation de la femme, on a parlé aujourd'hui, cette année, c'est par rapport au changement climatique. Oui. On nous fait faire des choses par rapport aux déchets. Et tout. C'est nous qui devons tenir notre maison. Comprendre que si nous posons cet acte, ça va aller à l'encontre du climat, ça va créer des conséquences très néfastes pour tout le monde. Le bois, préservons le bois. Trouvons d'autres moyens de cuisiner. Aussi, en sachant qu'aujourd'hui nous avons des inondations partout, ce sont des conséquences de tout ça. Donc moi, c'est ça mon mot de la fin. Voilà, merci à toi Marie-Laure. Nous allons nous séparer des Marie-Laure à travers cette chanson Honneur à la femme de Maria Milancrans à Régie. Ah, elle chante bien, Maria. Every woman deserves respect, appreciation and value, no matter where she comes from, no matter what. Kobote mwanana mukili, eza facile te. Pas plaisir et abisso mi balé. Après 9 mois et comme il passe nanga. Koza la moitié. Eza facile te. Et sanga honneur nanga. Respect nanga. Na bongi nanga.
femme, c'était la Maria Milancros. Et en tout cas, cette belle chanson, merci à toi Maria Milancros pour cette chanson. Sur ce plateau, nous recevons une autre invitée. Je vais vraiment laisser l'opportunité à cette invitée de se présenter. Bonjour. Bonjour à vous, Estella. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Je suis maître Ariel Lundu, avocate inscrite au barreau de Kinshasa, Matete et du Congo central. Je suis honorée d'être là et voilà. Comment viviez-vous cette profession d'avocat tout en étant femme? Je dirais que la profession d'avocat en étant femme, c'est comme toute autre profession. Je la vis bien, c'est-à-dire quand bien même il y a des difficultés, on essaie de relever les défis, de faire mieux que les hommes. Il ne faut pas juste se sous-estimer. Il ne faut pas juste dire que non, parce que je suis une femme, je ne peux pas mieux faire que l'homme. En tout cas, c'est ce que moi je vis. Je me dis que je dois faire mieux. Et toutes les fois quand je vois un homme faire une chose, je me dis que je serai à la hauteur de le faire et mieux que cet homme-là même. C'est comme ça que j'essaie un peu de vivre ma profession d'avocate. Aujourd'hui, les femmes, je ne dirais pas essayent, les femmes brisent les limites. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette profession? Les difficultés. Il y a tant de difficultés dans cette profession. Et il faudrait que d'abord la personne, en tant qu'avocate, soit appelée à aimer d'abord cette profession. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, vu les difficultés, tu vas te dire non, écoute, je ne suis pas à la hauteur, je dois arrêter. Il y a tellement de difficultés en tant que femme. Des fois, tu as un dossier et face à d'autres choses que je ne peux pas tout énumérer. Oui, face aux hommes, par exemple. Face aux hommes, par exemple. Tu viens avec un dossier, tu vois, du coup, l'homme veut faire autre chose que ce que toi tu es venu chercher. Toi, tu es venu avec un dossier, tu as besoin d'une solution, tu as besoin que ton dossier puisse apporter la solution, que tu apportes la solution à ton client. Mais ces derniers ne le voient pas comme tel. Ces derniers veulent à ce que tu puisses, par exemple, sortir avec lui, pour que tu puisses avoir des avantages. Sinon, si tu ne le fais pas, il y a des complications et tout. Alors, en tant que femme, on essaie de faire avec. On s'est dit non, on ne va pas se laisser faire. Je sais ce que je suis venue chercher. Et ce qui est important, c'est vaincre tout ça, à lever d'abord la paire. Il ne faut pas toujours dire que non, l'homme est supérieur à la femme. Non, ça, c'est pas moi. Moi, je ne le dis pas ainsi. Moi, je me dis, je suis capable de mieux faire. Même s'il y a des difficultés, je dois relever les défis. Je dois vivre ma vie comme les hommes le font. Et je me dis d'ailleurs que, en tant qu'avocat, je suis meilleure que plusieurs hommes, en tout cas. Ça, je l'ai dit. En connaissance de cause. Il faut avoir confiance en soi. Ah oui, en connaissance de cause. Aujourd'hui, la plupart de jeunes filles ont peut-être peur, intelligentes qu'elles soient, elles ont peut-être peur d'affronter cette profession. Comment avez-vous réussi à surmonter tout ça? Ah, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Tout début, comme on dit dans chaque chose, le début a toujours été difficile. Au début, tu viens dans une profession nouvelle. Parce que moi, je n'ai pas de père avocat, non, et tout. Oui, mais qu'est-ce qui vous a poussé? La seconde question serait, qu'est-ce qui vous a même poussé à faire cette profession? Parce que souvent, les jeunes filles, les dames ont toujours tendance à dire, il y a mon père qui était avocat, alors moi aussi, je voulais être comme mon père. Ah oui, ben, ça dépend, hein, ça dépend d'une personne à une autre. Oui. Je commence par la seconde question. La seconde question, c'est mieux. Ok. Oui. Quand j'ai grandissé, je me disais que je dois parler à la place des gens parce que j'ai l'injustice. En fait, quand je voyais des choses injustes devant moi, je me disais, j'aime pas ça. Donc je dois être à la hauteur de parler pour les gens. Alors, comme j'ai fait les belles lettres, alors quand on parlait de Cicéron, je me disais, ah, il est un bon avocat, il était un bon avocat. Qu'est-ce qui me manquerait que je sois comme lui? Je pourrais faire mieux que lui. Alors, ça m'a donné toujours l'envie de les faire et je cite mon professeur de latin qui disait quand tu seras à l'université, il faut faire le droit ou rien. Alors moi je me dis, il m'a motivé davantage pour que je fasse le droit. Et quand je l'ai fait, je m'étais dit, ah ok, ça y est,
là, je suis capable de parler pour les opprimés, parler pour ceux qui n'ont pas de voix, que je sois même la voix de ces gens de sans voix. Voilà. Oui. Donc, ça m'a beaucoup aidé et je me rends compte que je le fais bien parce que c'était pour moi une conviction personnelle et j'ai aimé cette chose avant de le devenir. Donc, c'est d'abord aimer la chose. Okay. Et puis, par la suite, tout ce qui va devoir vous arriver, tu vas te dire, écoutez, bon, ça arrive, mais qu'est-ce que je peux bien faire? J'aime bien la profession, je dois continuer à me battre, je dois faire un nom. D'abord, c'est ça. Je dois faire un nom. Là où il y a les hommes, je dois quand même faire sortir un nom. Je dis, écoutez, moi, je suis aussi maître Ariel, et demain, on parlera de moi, vous voyez. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à plus rester dans la profession malgré les difficultés. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je me disais, je tiens les coups, je vais arriver. Alors, la seconde question, c'était, comment arrivez-vous à surmonter tout ça? Ben, c'est pas facile. C'est pas facile des fois. Tu rentres dans la maison, dans ta chambre, tu pleures. Il y a eu des jours où vous vous êtes dit, en tout cas, aujourd'hui, j'abandonne. Il y a eu des jours comme ça? Ouais. Face à un dossier, oui, tu as totalement raison. Ton client a raison, tu as plaidé, tu t'es donné au fond pour que ça aille. Et à la fin, la personne qui n'a pas raison, tu le vois comme ça, mais on lui donne raison, tu vois. La justice de notre pays, je n'en parle même pas. Tu t'es dit, mais face à cette situation, pourquoi Seigneur? Pourquoi de telles injustices? Tu arrives à la maison, tu pleures, tu dis, mais pourquoi tout ça doit arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter l'hémorragie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sinon, je dois arrêter, je dois faire autre chose. Moi, je ne sais pas. Mais finalement, tu t'es dit, tu as besoin de faire quelque chose, autre chose que ce que tu fais. Mais en réalité, tu n'arrives même pas. Tu te dis, qu'est-ce que je peux encore faire hormis être avocate? Bon, j'aime bien la profession, je dois démérer. Donc, malgré les difficultés, le courage y était toujours. Okay. L'envie de mieux faire. On se disait, mais si je me dis que j'abandonne aujourd'hui, et les autres qui viendront après moi, qu'est-ce que je vais dire aux autres? Je ne vais pas dire aux autres, écoutez, avec ce que je vécu, il faut laisser tomber. Non, moi j'aime encourager les jeunes filles. En tout cas, moi j'aime encourager les jeunes filles. Et surtout que je suis une jeune fille. Donc, alors parlons de jeunes filles, parlons de femmes. Je ne sais pas si Matériel est déjà mariée ou... Je suis fiancée. Voilà, vous êtes fiancée d'ailleurs, vous envisagez le mariage. Oui. Comment déjà envisagez-vous, si je peux me répéter, à gérer votre profession et cette autre vie-là de mère au foyer? Il faut faire la part des choses dans toutes choses. Oui. Moi, je me dis déjà qu'une fois chez moi à la maison, je ne peux pas amener les droits à la maison. C'est quoi amener les droits à la maison? C'est-à-dire, selon moi, c'est que... Parce qu'on dit que les femmes avocates sont très dures. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Bon, ça peut être les cas où... Ça dépend de l'entendement d'une personne à une autre. Hein. Être dur, je ne sais pas sur quel plan, mais la dureté, par rapport à la profession, des fois, il faut être trop persévérante. Et quand on accumule des choses comme ça, des fois, tu te dis... tu deviens dur sans le vouloir. Mais en tant que femme au foyer, oui, je ferai la part des choses. C'est-à-dire, une femme doit être soumise, une femme doit écouter, une femme doit veiller au ménage, doit veiller au ménage. Si son homme ne veut pas ça, en tout cas, on doit faire la part des choses. On en parle et puis... que chacun s'occupe de ce qui est important. Parce que je ne vais pas arrêter ma profession parce que je suis mariée. En tout cas, ça, non. Je continuerai à être avocate et on fera avec. On fera avec et je crois que mon chéri va être le plus heureux. Il comprendra. Parce qu'il les comprend déjà. Ah, d'accord, ça c'est une très bonne chose d'ailleurs. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes face à cette nouvelle génération et une jeune fille qui vous regarde via BSC Télévision. Quel est le message fort, le message, comment dirais-je, le message que vous pouvez lancer à cette jeune fille-là qui vous suit à travers BSC Télévision, qui, selon elle, s'est dit, je vais être avocate, mais je ne sais pas si je vais arriver. Ou bien, peut-être,
J'ai tellement eu à écouter des témoignages de certaines filles avocates, ça m'a découragée. Aujourd'hui, si vous voulez lancer un message à cette jeune fille-là qui est en train de vous suivre. Je dirais à toutes les jeunes filles qui veulent devenir avocates de ne pas se laisser faire, de ne pas abandonner. Être avocate n'est pas une mince affaire, c'est trop dur. Il faudrait seulement avoir la vocation d'abord. Il faudrait d'abord avoir la vocation, être appelé et aimer ce que tu veux faire. Quand tu aimes ce que tu veux faire, tu vas mieux le faire. Tu le feras mieux et tu vivras mieux. Quand bien même il y aura des difficultés, face à ces difficultés-là, tu te diras, certes il y en a, mais bon, je tiens les coups. Que cette jeune femme ne se dise pas, ne se sous-estime pas face à de réalités qu'elle va rencontrer. Qu'elle vienne dans la profession, on est là, on a déjà frayé les chemins et puis quoi encore, nous aussi on nous accueille dans la profession par les dames et on continue à les faire. Il y a des jeunes qui viennent, on l'encourage parce que nous sommes là. On ne peut pas dire que non, parce que nous sommes une femme, on est femme, on ne peut pas... des fois, on oublie même qu'on est femme. Des fois, on entre dans le corps d'homme. On est avocate, oui. Il y a des dossiers, il y a des choses qui se passent. Si tu n'es pas trop apte, si tu n'es pas trop courageuse, tu ne vas pas mieux le faire. Il faudrait que tu sois courageuse, que tu t'impliques à la chose, que tu donnes le meilleur de toi-même. Et tu verras que la chose va mieux se passer. Donc, il faut toujours venir. Si elle refuse de venir, qui va nous remplacer? Donc, on est en train de préparer les relais de demain. Alors, il y a certaines même parmi elles qui sont déjà dans la profession, mais qui ne se retrouvent pas parce que, vous venez d'énumérer tout à l'heure, il y a des blocages, des problèmes. Je ne dirais pas que vous lancez un message à ces jeunes femmes-là qui sont déjà dans la profession, mais à tous ces hommes-là qui bloquent l'évolution ou l'épanouissement de ces jeunes dames. Bon, je dirais que ça dépend d'une personne à une autre. Pour moi-même, ça n'a pas été facile. Jusqu'à présent, je dirais que ce n'est pas facile. Vu des réalités qui s'y trouvent, vu des choses, des fois brusquement ça t'arrive, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais finalement, on tient toujours le coup. Comme je venais de le dire tantôt, il faut serrer la ceinture, continuer à bien faire les choses. Un jour viendra. Comme on dit souvent, il y a toujours un dossier de la vie qui va venir te sourire. Aussi, de ne pas se laisser faire face aux hommes. De ne pas vraiment se laisser faire. De montrer qu'elle est capable de mieux faire. Elle est capable de mieux faire même cet homme-là. Donc, il faut prouver aux hommes qu'on est vraiment intellectuel aussi, qu'on a les capacités de mieux faire qu'eux. Donc, de ne pas se laisser faire, qu'on continue la lutte, parce que la lutte, elle est longue. Oui. On doit continuer et jusqu'à ce qu'on va s'épanouir. Voilà, jusqu'à ce qu'on va s'épanouir. La dernière question est de savoir, vous connaissez les thèmes nationaux de cette année, l'autonomisation de la femme et tout ce qui va avec. Qu'avez-vous à dire par rapport à ces thèmes? Ouais, c'est un thème énorme. Pour moi, je dirais que par rapport à ces thèmes, la responsabilité n'est pas seulement à la femme. La responsabilité doit être partagée. Okay. Parce que par rapport au thème, il faudrait que la femme puisse se retrouver dans son côté. Vous voyez, c'est l'homme qui fait tout, mais la femme est là pour l'accompagner. Okay. La femme est là pour accompagner l'homme. Il ne faudrait pas que cet homme puisse venir dire que la femme, c'est par exemple quand on dit, on entre sur les cas de l'environnement. Oui. Il y a de bois et tout ça et tout. La femme ne va pas aller couper ces bois-là. C'est l'homme qui coupe. C'est l'homme qui coupe. Il n'y a pas de femme qui coupe. Ah, maman, comment la femme va faire des choses pareilles? Donc, la femme... Il y a des femmes qui font l'agriculture. Hein? Oui, l'agriculture, oui, mais couper des grosses arbres, là, je ne trouve pas. Okay. Comment ils feront? Alors, par rapport à ça, la femme est là pour l'accompagner. Okay. Et aussi, le climat, par exemple, si on ne tient pas compte de ça, à tout moment, couper les arbres et tout ça, le climat aussi va devoir changer et l'atmosphère ne sera pas bonne. Et voilà quoi. Donc pour moi, je dirais qu'on doit faire la part des choses. On est ensemble, l'homme le fait et nous aussi on soutient l'homme par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces thèmes-là. Et je crois qu'avec l'évolution, avec les temps,
on va arriver. En tout cas, nous allons arriver. Maître Ariel, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples tâches. Je ne sais pas si vous avez eu des audiences aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, Oui. je m'étais consacrée Pour à l'émission. Oui. Un monde, une femme. Vraiment. Merci, nous sommes honorés. Oui. Alors, nous allons devoir nous séparer de vous. Vous avez un mot à dire, un commentaire? Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité chez vous. Et j'ai seulement un mot à encourager les dames dans tous les domaines, pas seulement dans le plan juridique, dans tous les domaines, que la femme ne se laisse pas faire, que la femme donne le meilleur de soi et le monde de demain appartient à la femme. Parce que dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Exactement. Voilà, donc c'est un peu ça, que la femme ne se laisse pas faire, qu'elle soit à mesure même de prouver qu'elle est capable. Parce que si on regarde aujourd'hui, les femmes veulent à tout moment, par exemple le 8 mars, Oui. les ports de pagnes, pour moi ça ne marche pas. Oui, parce que ça marche à pas. Kinshasa, quand se le dise, la charité bien donnée commence par soi-même. Le 8 mars, c'est porter et puis Ça aller ne voir. marchait pas. Le 8 mars, ce n'est pas Selon ça. vous, qu'est-ce qui devait se passer le 8 mars? Le 8 mars, d'abord, c'est la journée internationale des droits de la femme. Oui. Les droits de la femme, ce n'est pas une journée consacrée au pain ou à la boisson. C'est une journée de réflexion, de faire de sorte que qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce jour, quand même on est en train de prôner ces droits-là, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour que à la prochaine fois qu'on puisse aussi atteindre nos objectifs, parce qu'on vise loin. Ce n'est pas au port de pagne qui fait de sorte que cette journée-là soit... Maître, la faute revient à qui? La faute revient à qui? À qui la faute, si je pourrais poser cette question? C'est l'incompréhension, je dirais. Parce que même sur le plan professionnel, il y a de ceux-là qui ne comprennent pas mieux qu'est-ce qu'est la journée internationale des droits de la femme. Donc il faudrait plus parler de ça, faire entrer les gens à comprendre que ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. La lutte, elle est longue. La femme veut à ce qu'elle soit promue. La promotion de la femme. Donc, la promotion de la femme, ce n'est pas d'aller dans des bistrots, aller, je ne sais pas moi, ce qu'elles font là et tout, sortir, je ne sais pas moi. Ce n'est pas ça. Oui. La femme, c'est la tête. Voilà, la femme, c'est la tête. Moi, je retiens toujours ça. Merci à vous, Maître Ariel, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons prendre un reportage des femmes réalisé par la rédaction des BSC Télévision pour nous séparer de Maître Ariel et recevoir une autre invitée. Elles ont leur compréhension du mois de la femme. Elles, ces femmes couturières du marché des Gambela, ont également des attentes. Abordées par une équipe de reporters de BSC Télévision, ces femmes ont expliqué leur quotidien et ce que, selon elles, les femmes doivent faire pour tirer leur épingle du jeu de la vie. Nabongisi mwana nake kotika ye na classe nalambi nasisi kolamba na ye musala. Bien moi c'est ça musala parce que la société a mikolo yo ezate ka que non il faut que papa sala musala. Ba difficulté pe eza ebele musala moko pe ko subvenir da ba besoin ya famille mobimba te. Mais soki papa zo sala, maman zo sala, équilibre pe kozala, foyer pe ezala bien. L'on rappelle que cette année, le thème choisi met encore l'accent sur l'autonomisation de la femme dans un contexte du changement climatique. Et voilà, c'était l'interview accordée aux femmes couturières réalisée par la rédaction des BSC Télévision. Ils nous ont parlé de leur métier. Sans plus tarder, l'émission continue. Un monde, une femme reçoit Julie Ngala. Moi, je l'appelle Mamou Julie. Bienvenue. Merci, bonjour. Stella. Ça va? Ça va très bien. Journaliste. Oui. Julie, qu'est-ce qui t'a poussé? Bon, c'est la question que Patrick n'aime pas souvent. Patrick, c'est le directeur technique de BSC Télévision. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le journalisme? Ce qui m'a poussé à faire le journalisme, je dirais que c'est de la passion, tout simplement. C'est de la passion. J'étais passionnée de ce métier. Mais d'abord, tout a commencé quand j'étais toute petite.
quand je voyais à l'époque les dames qui passaient à la RTNC pour annoncer les programmes de la journée, les téléspectateurs, et quand j'étais seule au salon, j'essayais de faire comme ces femmes. Donc je regardais à côté, il n'y avait personne, ma mère n'était pas là, mes frères non plus. Alors je fais comme elle. Je m'assois comme elle et tout, j'essaie de parler aussi. Je sais même plus ce que j'ai raconté, mais j'essayais quand même de parler, les gestuels et tout. Et voilà, et le temps est passé, et après j'ai voulu devenir avocate. Oh. Mais après j'ai rencontré une personne qui m'avait mal expliqué, je l'ai dit aujourd'hui, les métiers d'avocat, ce qui m'a découragée. Je me dis, eh ben, je reviens à ma première passion. Si à l'époque vous avez eu à rencontrer Madame Ariel, ah, malheureusement pour moi, mais c'est pas encore trop tard parce que je me dis toujours, tôt ou tard, je ferai le droit. Je ne sais pas encore très bien l'orientation que je prendrai, mais je ferai le droit. Alors, je suis revenue à mon premier amour. Je suis revenue à mon premier amour. Et j'ai commencé à côtoyer des chaînes de télévision, des journalistes, des animateurs, ceux qui étaient déjà dans le métier. Et je me rappelle en 99, j'allais à la radio Elikia, quand j'ai prié à la paroisse Saint-Dominique, j'allais là-bas avec un frère. Il y avait une émission des contes, Bakoko Balobaka à l'époque. Le plaisir était seulement d'aller à une radio, de voir comment ça se passe. Et de temps en temps, comme c'était des contes, il arrivait aussi qu'il y avait un personnage qui manquait, alors j'ai joué le personnage. Je vais mettre une parenthèse pour dire que j'ai aussi cette passion-là du théâtre. Au fait, quand je regarde tout ça, je me dis les soucis, en gros, c'est les soucis des communications. C'est que j'ai toujours en moi. J'aime communiquer, au fait. Parce que même quand on fait les théâtres, c'est communiquer, d'ailleurs. Tu le sais, comme moi. Oui, tu le sais comme moi que c'est les théâtres, une pièce de théâtre, c'est la vie que l'on raconte devant un public. La communication, en fait, dans ce qu'on raconte, on communique, quel que soit dans les rires, quel que soit dans des drames, quelle que soit l'orientation, mais tout est communication. Donc c'était d'abord par rapport à ça, et ces temps-là étaient passés, et voilà, je me retrouve aujourd'hui, donc c'était une passion pour moi. Je rappelle que Julie fait la radio. Oui, je suis à la radio pour l'instant. Mais tu ferais bien la télévision, hein? Non, mais j'ai passé plus de temps à la télévision. Oui. Attends, non, j'ai passé 10 ans à la télé, 9 ans à la télé. C'est énorme. Et ça fait 11 ans que je suis seulement à la radio. 11 ans, mais c'est beaucoup. Si tu me poses la question, je dirais que ça fait, je ne sais pas, Patrick. Ça fait 20 ans. 20 ans? 20 ans, oui, que je suis dans ce monde sans arrêt. Hein, ça fait 20 ans que je suis partie de la chaîne CBS à l'époque qui avait ouvert en 2002. Nous étions parmi les premières personnes, j'y arrive, à commencer cette télé. Et puis je suis allée à la RTGA où j'ai passé 7 ans, je dirais, 7 ou 8 ans. Et après, je suis allée à la Radio Capi où je suis actuellement depuis 2011. Quel parcours! Alors, quelles sont les difficultés? La question phare, les difficultés que tu as eu à rencontrer ou bien les difficultés que tu continues de rencontrer. Et après, nous allons parler des avantages. Bon, les difficultés, c'est, je dirais, comme dans tous les métiers. Hein, quand on parle d'une femme, dans le monde professionnel, il y a des difficultés communes, d'abord. Ces difficultés d'accès au boulot, à l'emploi, où à la femme, on demande beaucoup plus de conditions qu'à l'homme. À l'homme, on demande juste son intelligence, son adaptation, son aptitude à pouvoir réaliser le travail. Mais à la femme, on demande plus. On voudrait qu'elle soit, entre guillemets, un objet. Je le dis comme ça, je ne cite personne. Comme l'a dit tout à l'heure Madame l'avocate qui était ici. Oui, Madame Ariel. Ben oui, je dis, on demande beaucoup à la femme. Il y a des très rares entreprises où tu viens, en tout cas, c'est de la méritocratie. Mais souvent, quand c'est une femme, on regarde et puis il y a le chef qui dit je te donne un rendez-vous, je vais te voir, je veux ça, je veux ça, et tout, et tout. Ben, c'est la plus grande difficulté. Mais après, une autre difficulté, ça c'est lié au métier. Je me dis depuis un temps que notre métier est tellement rempli des moutons noirs, comme on les appelle, que des fois ça laisse à désirer. Des fois on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on continue, et on ne sait plus qui est qui fait quoi. Et tu vois quelque part, tu rencontres des gens qui parlent d'un journaliste ou d'une journaliste. Il suffit seulement de suivre ce que les messieurs ou la dame racontent. Tu te dis, mon Dieu, c'est les métiers que je fais, c'est de ces métiers que je rêvais pendant tout ce temps, c'est ces métiers passionnants qu'aujourd'hui les gens exercent avec autant de légèreté. Et
quand tu observes tout ça, tu te rends compte que l'éthique et la déontologie journalistique sont en train de souffrir par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui répondent pas aux normes, mais je suis désolée, je ne suis pas la meilleure. Mais je pense que j'arrive quand même à faire mon travail, bien que j'ai encore un long chemin à parcourir, bien que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je pense que j'essaye, tant bien que mal, à faire mon travail. J'essaie en tout cas de le faire. Mais en même temps, je suis plus animatrice. Hein? Oui. Voilà. Je suis animatrice culturelle des développements. Voilà, je suis sortie de l'INA. Contrairement, je reste toujours dans ma passion. Dans la communication et dans l'art. Voilà. Je suis animatrice culturelle des développements. Donc, et là, je continue dans les développements, la communication, la sensibilisation. D'ailleurs, tu sais, les changements des comportements et tout ce qu'on nous a appris à l'INA et tout. Donc, voilà. Il y a ces difficultés-là de travailler avec des personnes qui vous déçoivent de temps en temps, de travailler avec des personnes qui ne répondent vraiment pas aux critères, mais parce que son oncle a ouvert une chaîne de télévision, parce que son oncle a acquis des émetteurs, et il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais engager d'abord? J'ai ma nièce qui est là, qui chôme, j'ai mon neveu qui est là, qui doit venir travailler, et puis bon, la télé c'est quoi? Et puis il y a des gens qui minimisent pour dire, bon, c'est quoi? Tu vas juste te mettre là, tu vas dire, eh, banakin, banabraza, et puis quoi encore? Alors, Julie, j'aimerais qu'on puisse un peu épingler cet aspect des choses. Y a-t-il une différence du journalisme d'hier et d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui crée cette différence-là? Je pense que c'est la formation. Je pense que c'est la formation. Notre pays souffre de cette histoire, de ces problèmes des formations à tous les niveaux. Je pense que la formation d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Ou encore, je dirais que nous, ou ceux qui apprennent aujourd'hui, ne sont pas aussi assidus que ceux qui apprenaient dans les temps. Je ne sais pas, dans la pratique, dans la théorie, je ne sais pas discerner ou cerner vraiment à quel niveau cela se passe, mais je pense qu'il y a un problème des formations. Il y a trop d'autodidactes. Oui. Il y a trop d'autodidactes. Je sais, j'ai des amis, dans mon entourage, il y a des gens qui sont autodidactes aussi dans ce qu'ils font, mais qui les font mieux. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un métier que tu n'as pas appris à l'université, par exemple, la moindre des choses, c'est de chercher à apprendre l'éthique de ces métiers-là, la déontologie, les notions préliminaires. Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que je dois faire? Si aujourd'hui je deviens journaliste ou je suis animatrice, qu'est-ce que je dois d'abord faire? Comment je dois d'abord être? On commence par ça. Oui. Par savoir ce qu'on veut faire et comment le réaliser pour être meilleur ou être parmi les meilleurs. C'est ce qu'il faut poursuivre. Je pense que c'est au niveau de la formation. Il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup de légèreté. Et avec cette histoire des chaînes de télévision, on en a ici plus de 100. Et tout, YouTube, où rien n'est contrôlé, oui. Où quelqu'un peut se poser dans un coin avec sa caméra et son micro et commencer à raconter n'importe quoi et aller poster. Malheureusement, tout le monde a accès à cela. Avec l'accès facile à l'Internet, tout le monde a accès à ces choses-là, tout le monde écoute et on ne sait plus qui fait bon, qui ne fait pas bon, qui parle bien, qui ne le fait pas. Et on est tous mélangés dans ce trou-là. Julie, cette émission Un monde, une femme, c'est une émission qui valorise la femme. Yeah. Aujourd'hui, vous êtes parmi les grandes journalistes de la place. Vous êtes partout. Eh bien. Oui. C'est une information que merci. Julie, vous êtes partout. À Kinshasa, à Abidjan, une fois on s'est croisés à Abidjan pour le compte des Gao Productions FEMUA. Vous êtes à Dakar, vous partez un peu partout. Il y a cet aspect-là, femme, qu'on se le dise, hein, on va essayer de dire quelques vérités, femme journaliste légère, cet aspect-là, comment vous recevez ça? Mal. Très mal. Au point que aujourd'hui, si quelqu'un me rapporte quelque chose, tu sais, il y a deux fois, on vient t'informer de quelque chose qui te concerne que toi-même tu ne connais pas. Tu te rends compte. On te dit non, raconte ça, tu te dis, eh bien, c'est moi. Oui, c'est toi, mais c'est elle qui a dit. D'ailleurs, la personne a confirmé. Une fois, j'ai rencontré des gens qui parlaient de moi, mais qui ne me connaissaient pas. Mais ces gens-là parlaient comme s'ils me côtoyaient. Comme si on buvait ensemble, on mangeait ensemble, on restait ensemble. Et l'ami qui m'a appelé justement pour que j'arrive là pour constater cela, quand j'arrive, les personnes ne savaient même pas que c'était moi. Et après, l'ami a dit, non, vous parliez de Julie Ngala. Je dis, vraiment, Julie Wana. Elle dit, oh non, je vous présente Julie. Elles ont commencé à s'élever une à une. Et puis elles sont parties. Cette histoire colle trop les femmes.
Et pourtant, il y a des gens qui sont à la maison qui font pire. Le problème, c'est qu'on est en exergue. Quand on passe à la télé ou à la radio, on est connu. Le problème, c'est d'être connu. Quand je suis connu, je peux aujourd'hui descendre d'un véhicule. La personne qui me connaît, mais ne connaît pas la personne qui m'est transportée, par exemple, peut raconter n'importe quoi. Exactement. Et le lendemain, je descends d'une autre voiture au même endroit. Ça fait 3, 4 fois la personne dit « Ah, cette fille, en tout cas, elle est légère. » Tous les jours, on la dépose ici par différents hommes et tout. Sans savoir, j'étais avec qui, quelle relation nous avons avec la personne et tout, et les gens racontent. Mais il y a aussi de ceux-là ou de celles-là qui font en sorte que cette réputation nous colle à la peau. Il y a aussi de celles qui sont légères. Exactement. Il y a aussi de celles qui se laissent faire. Et quand ces hommes-là, qui peuvent prendre autant de femmes journalistes comme ils veulent, voient une autre femme, même s'ils n'ont pas pris celle-là, ils diront que bon, elles sont toutes les mêmes et tout, mais ça me fait très mal. Ça me fait très mal et chaque fois tu vas quelque part, tu dis, je suis journaliste et quand si tu retrouves des gens qui sont mal polis, ils te disent, ah, vous les journalistes, on vous connaît. Ça choque. Ça choque, ça fait très mal. Tu as parlé tout à l'heure d'Abidjan. Et je vais te dire quelque chose que je ne t'ai pas dit à Abidjan parce que j'en ai ri tout simplement. Pendant que j'étais à Abidjan, il y a une de mes amies qui m'appelle pour me dire « Ah, comment tu vas ?» J'ai dit « Oui, je vais bien. » Elle dit « Non, il y a eu une fille qui a tourné une émission sur YouTube et qui parle des filles qui voyagent, que les musiciens font voyager et tout, qui sortent avec les musiciens qui font voyager. » J'ai dit « Ah, j'étais en train de rire. » Elle dit « Non, parmi ces filles-là... elle t'a cité. » J'ai dit, ah bon, ok, c'est bon. La copine me demande, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, qu'est-ce que je dois dire? Je n'ai rien à dire. Non, mais quand même, j'ai dit non. Elle va parler, elle va se fatiguer. Parce que si tu ne réponds pas, la personne ne va pas poursuivre. C'est quand tu vas commencer un débat. À te justifier. À te justifier. D'autres personnes vont aussi intervenir. Et puis, ça fera un débat pour rien. Moi, je pars travailler. Je pars, je suis en congé. Je pars, je vais faire telle chose. Je me concentre sur ce que je vais faire. Je finis, je rentre. Point barre, c'est fini. Moi, je peux même témoigner s'il est fou. J'ai été avec toi une fois à Abidjan, j'ai vu comment tu travailles, comme on peut dire, une femme et un homme. Alors, Julie, aujourd'hui, nous allons chuter par là. Vous êtes femme au foyer, mère des enfants. Comment faites-vous pour concilier le métier de journaliste et mère au foyer? Parce que des fois, vous avez des émissions à 0h, 3h, 5h, 4h. Comment arrivez-vous à gérer ça? C'est pas facile du tout. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc moi, je dirais que je suis habituée. Ça ne veut pas dire que quand on s'habitue à quelque chose, c'est que c'est facile. Non, c'est pas facile, mais chercher l'argent, c'est difficile. Je l'ai fait parce que je dois nourrir ma famille, justement. Je dois nourrir mes enfants. Et je me rappelle de mon petit garçon qui, quand je sors, me dit, maman, il ne faut pas aller au travail. Je dis, mais si je ne pars pas au travail, comment je vais t'acheter la pizza? Là, il dit, maman, il faut partir, mais ne traîne pas. Tu vois. Donc, je sors et je vais travailler en laissant mes enfants. Souvent, je travaille à 3 h du matin. Je sors à 3 h juste, on me prend comme une sorcière là, comme un voleur. Vous faites la radio, c'est normal. Je fais la radio comme un voleur là, on vient te prendre, tu te réveilles, déjà l'alarme sonne, tu te réveilles. C'est pas facile du tout à 2h30, les temps de t'apprêter, on te prend à 3 h. Et tu dis aux amis à 4 h, non, j'étais au boulot depuis 3 h. Il y en a qui s'étonnent, mais c'est quel boulot ça, hein? Vous avez un kikuna ou quoi? Mais c'est quoi ce boulot? Donc c'est pas facile du tout. Mais après on s'est dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour les enfants, ça vaut la peine. Même pour sa formation aussi, ça vaut la peine. Il faut affronter certaines choses pour se sentir capable d'en affronter les plus grandes dans l'avenir. Donc c'est pas du tout facile. Mais on tient. Si on est là jusque-là et apparemment en bonne santé, donc ça va, on tient, mais c'est vraiment difficile. Et surtout avec ces métiers des journalistes où nous ne sommes pas bien payés dans notre pays, pas considérés. Nous devons aller chercher des coupages, courir derrière les gens que nous allons interviewer pour qu'ils nous donnent quelque chose. C'est vraiment difficile parce que si une mère de famille doit courir par-ci par-là pour aller trouver de quoi nourrir sa famille alors qu'elle est engagée dans une entreprise de presse, c'est vraiment compliqué. Et après, les télés sont légères. Mais après, quand je ne suis pas payée, je fais comment? La personne qui me donne l'argent aujourd'hui, me donne demain, me donne le lendemain, cherchera à me demander autre chose. Exactement. Voilà. Alors, un message, la dernière question, un message à cette jeune fille-là qui va être journaliste mais qui a peur ou ses parents ont peur, par exemple. Non, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Quand nous devenons journalistes, c'est déjà à l'âge adulte.
Donc, on est majeur déjà. On a déjà acquis une certaine éducation à la maison. Alors, dis-toi que si quelqu'un vient à la télé avec une mauvaise éducation, c'est que c'est l'éducation avec laquelle elle a quitté chez elle, à la maison. Donc, si on est bien éduqué et qu'on vient à la télé, si c'est une passion, je vous assure que le journalisme, c'est un métier très passionnant. C'est un très bon métier. Il suffit tout simplement de bien étudier, d'apprendre aussi. Parmi les avantages, même si je n'ai pas parlé davantage de ce métier, c'est que j'apprends tous les jours. Quand je reçois, par exemple, Madame Ariel, c'est Ariel. Madame Ariel. Voilà. Maître Ariel. Maître Ariel, je dois recevoir Maître Ariel. Elle est avocate, je dois lire. Exactement. Je lis, je me dis, je reçois une avocate, je dois poser des questions. Ça me reste dans la tête. Donc, j'acquiers une certaine connaissance, ça reste dans la tête. Quand je dois recevoir un médecin qui est, par exemple, pédiatre, je vais chercher quelque chose sur la pédiatrie. J'apprends tous les jours dans ces métiers. Et ça me permet aussi de rencontrer des grandes personnalités, des gens que j'ai rêvé un jour de rencontrer, mais que j'ai vu, des artistes et tout. Je me rappelle de la première fois où j'ai vu Papa Wemba sur mon plateau, mais après, je ne pouvais pas manifester tout le plaisir que j'avais, mais j'étais très contente. Plusieurs fois, je l'ai eu, plusieurs fois, j'ai eu Kofi, plusieurs fois, j'ai eu Fali, j'ai eu Asako, j'ai eu Ferregola, j'ai eu des musiciens de ce pays. J'avais une émission éco-diplomatique à l'époque où je recevais des ambassadeurs, mais c'était un honneur pour moi que de recevoir des grandes personnalités. Et ce métier, il n'y a pas que la partie d'âme, il y a aussi la partie où c'est vraiment merveilleux de rencontrer toutes ces personnes. Il suffit tout simplement de savoir ce qu'on veut et ce qu'on fait. Jeune fille, bienvenue dans le métier. Alors, bienvenue à vous parce que moi je suis déjà dedans. Je suis en train de suivre. Je vous suis voilà, et tu le fais bien d'ailleurs. Merci à toi Julie. J'espère qu'on va encore se voir. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Oui. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et je dirais également aux femmes et aux jeunes filles qui sont en train de nous suivre et que par rapport au thème de l'année, par rapport à la journée de la femme, nous devons réunir les efforts pour lutter contre les changements climatiques, faire face aux impacts des changements climatiques, parce que sans la participation de la moitié de la population mondiale, cela ne va pas évoluer. Et les femmes et les hommes, nous devons nous mettre la main dans la pâte pour que cela puisse évoluer, parce qu'il ne faut pas oublier que la femme et la jeune fille subissent beaucoup plus d'impact de ces changements climatiques. Exactement. Merci à toi, Julie. Merci, Stella. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Moi, personnellement, je n'avais pas envie que nous puissions finir cette émission, mais comme on dit souvent, les bonnes choses ne durent pas. Un monde, une femme chez vous. On se retrouve à la fois prochaine.